Bien évidemment vous parler de l'un des événements qui s'est déroulé dans la région de Moscou avec ces images impressionnantes, une symbolique aussi la nuit dernière. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une frappe ukrainienne fait un mort dans cette région de Moscou. C'est un immeuble résidentiel qui a été touché par un drone. Pensez-vous que l'Ukraine est en train de devenir l'un de ces conflits sans fin des États-Unis? Certains à Washington pourraient même y voir un avantage, comme le sénateur Graham. Mais soyons réalistes, beaucoup de ces décideurs ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas les terribles conséquences pour le peuple ukrainien, ni même les répercussions potentielles pour nous. En réalité, nous sommes en train de transformer l'Ukraine en un désert. Ce n'était certainement pas l'objectif de départ. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Le colonel Douglas Macgregor a souvent mis en lumière la précision et la puissance destructrice des tactiques russes. Et les événements récents ne font que confirmer son analyse. Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont poursuivi leur assaut méthodique dans des positions stratégiques ukrainiennes, notamment dans les régions frontalières. Plus tôt dans la journée, un missile Iskander de haute précision a frappé au cœur de la région de Sumy, ciblant des infrastructures vitales et causant des destructions totales. Les systèmes de radar de contre-batterie allemands conçus pour protéger l'artillerie ukrainienne ont été neutralisés. Mais cela n'était que le début. Un lance-roquettes multiple ABM-27 Uragan, système Grad, ainsi que leurs véhicules logistiques ont été entièrement détruits. 7 véhicules blindés ont été anéantis, rendant leurs équipages inutilisables. En outre, 2 camions de transport de munitions, 3 autres véhicules logistiques ont également été éliminés. Chaque coup porté réduit un peu plus la capacité de l'Ukraine à se défendre. Mais l'objectif n'est pas seulement de détruire du matériel militaire. Il s'agit de démanteler la colonne vertébrale de l'effort de défense ukrainien. Le missile Iskander symbolise la détermination implacable de la Russie à remporter la victoire, avec des frappes si dévastatrices que les forces ukrainiennes peinent à s'en remettre. Chaque frappe est précisément planifiée, chaque cible soigneusement sélectionnée pour affaiblir l'Ukraine à son noyau. Et en réponse, l'Ukraine n'a que le silence, alors que ses forces sont démantelées morceau par morceau. Ces incidents ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une stratégie globale. Comme le souligne souvent le colonel Macgregor, la supériorité aérienne est un élément clé dans la guerre moderne, et les récentes opérations russes confirment cette vérité. Un chasseur Su-35 russe, tel un prédateur, a tendu une embuscade et abattu un MiG-29 ukrainien près de la frontière nord. Une nouvelle démonstration de la dominance aérienne de la Russie. Les défenses aériennes ukrainiennes, déjà affaiblies après des mois d'attaque, n'ont pas pu empêcher la perte d'un autre avion et d'un pilote de plus. Ces pertes ne concernent pas uniquement le matériel, mais aussi la perte de personnel qualifié que l'Ukraine peine à remplacer. Le prix à payer est énorme. Imaginez le bilan cumulé. En une seule journée, la Russie a détruit 10 véhicules, des lance-roquettes multiples et un radar allemand. Les forces ukrainiennes perdent du matériel à un rythme alarmant et chaque jour rapproche la Russie de la domination totale du champ de bataille. Ces victoires ne sont pas seulement tactiques pour la Russie, elles sont stratégiques. La Russie frappe au cœur des capacités de défense ukrainiennes. L'armée ukrainienne est sur le point de s'effondrer sous cette pression continue. Et pendant que la Russie progresse, les dirigeants ukrainiens tentent de détourner l'attention de la réalité catastrophique qui se joue sur le terrain. La première fois depuis le début de la guerre qu'une frappe ukrainienne fait un mort dans cette région de Moscou. C'est un immeuble résidentiel qui a été touché par un drone. Regardez.
Alors, on est à une cinquantaine de kilomètres environ de Moscou. Première fois que les Ukrainiens font un décès avec leur frappe. Et cette frappe, elle a eu des conséquences. Est-ce que cet événement suffira à mobiliser les moscovites? On va se poser la question. En tout cas, dans le quartier résidentiel, on pense que ces frappes, elles peuvent très bien arriver à nouveau. Au total, l'armée russe a confié sur Telegram ce matin avoir abattu un total de 144 drones ukrainiens, dont une vingtaine au-dessus de la région de Moscou. Nancy Rice. Le drone est allé se fracasser ici, dans cet immeuble résidentiel au-dessus du 10e étage, détruisant ou endommageant une cinquantaine d'appartements. Ce matin, après avoir passé la nuit dehors, certains habitants sont rentrés chez eux pour constater les dégâts. Un drone ukrainien, ici, à Ramenskoï, ville de plus de 100 000 habitants, située à moins de 40 km du centre de Moscou. La frappe a été filmée par de nombreux vidéastes amateurs, de loin, de près, avant l'impact. Mais cette fois, l'attaque de cette nuit a fait des victimes. Le ministère russe de la Défense annonce que 144 drones ukrainiens ont été interceptés, dont 20 au-dessus de Moscou. Une attaque massive sur 9 régions qui a fortement perturbé le trafic aérien. Les vols de plusieurs aéroports ont été annulés. Cette nuit, comme on peut le constater sur ce tracker, le ciel moscovite était presque vide d'avions civils. Général Chovancy, avant de parler de la société russe, un mot sur ces images. Ces images sont impressionnantes. C'est les premières images qu'on voit aussi fortes, aussi impressionnantes depuis le début de la guerre. Il y avait eu bien évidemment ces images de drones au-dessus du Kremlin. On les avait commentées ensemble. Et puis il y a des choses qui se passent du côté de Koursk, du côté de Bryansk. Là, on est vraiment à 50 km de Moscou. Donc il y a une volonté vraiment de aussi vouloir mettre l'accent, mettre la pression sur le pouvoir russe. Après, il va falloir voir en effet quelles sont les réactions des alliés occidentaux, parce que c'est vrai que pour le moment, ces frappes que l'on voyait des Ukrainiens, ça visait quand même d'abord des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, des bases aériennes d'où partaient notamment les bombardiers russes qui allaient frapper l'Ukraine. Là, on n'est pas dans la même configuration. On est sur une zone résidentielle et bon, c'est vrai que il va falloir que aussi l'Ukraine s'en explique quelque part. Alors certainement pas officiellement, je suis d'accord avec le général, mais il est certain qu'il y a une volonté, en tous les cas, qui est un pari assez risqué de la part des Ukrainiens. On se souvient déjà quand les Ukrainiens frappaient les dépôts de carburant, il y avait déjà eu des réactions un peu Lloyd Austin, on s'en rappelle, sur ces frappes. Absolument, qui trouvaient que c'était pas le bon calcul et le bon objectif. Là, de la même façon, c'est un pari risqué. On sent bien que les Ukrainiens veulent mettre la guerre en Russie, frapper les esprits. Voyons maintenant comment le président Zelensky tente de justifier les échecs de son armée. Passons maintenant à président Zelensky et à sa dernière allocution sur la crise en cours. Il a qualifié la situation à Pavlivka d'extrêmement, extrêmement, extrêmement grave. Oui, vous avez bien entendu, 3 fois extrêmement. Il tente vraiment de souligner l'urgence. Cependant, les choses deviennent étranges lorsque Zelensky affirme que les échecs de l'Ukraine à Kupiansk faisaient en réalité partie d'une stratégie magistrale. Selon lui, si l'Ukraine n'avait pas sacrifié Kupiansk, Pavlivka aurait été complètement perdue. Son raisonnement, perdre Kupiansk, était un mal nécessaire pour éviter un désastre encore plus grand à Pavlivka. L'ironie est palpable. La rhétorique de Zelensky soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Cela ressemble à une tentative désespérée de présenter les échecs de l'Ukraine comme une forme de succès. Cela me rappelle une vieille histoire. Imaginez que vous vous faites voler 20 $ et que le voleur vous en rend 5 en disant « Hey, je n'ai pris que 5 $. Soyez reconnaissant que ce n'ait pas été pire. » C'est exactement ce que Zelensky dit. S'ils n'avaient pas perdu Kupiansk, ils auraient perdu Pavlivka. Pourtant, il semble qu'ils soient sur le point de perdre les deux sans aucune victoire en vue. Pendant que Zelensky tente de masquer la réalité brutale, les faits sur le terrain sont bien plus clairs. Le colonel Douglas McGregor a averti depuis des mois que les lignes de défense de l'Ukraine étaient sur le point de s'effondrer. Et les rapports d'aujourd'hui confirment ces prédictions.
Jour après jour, les forces russes se rapprochent du contrôle total de régions clés. Les rapports suggèrent maintenant que les troupes russes se trouvent à moins de 200 mètres de positions stratégiques telles que Kalinovka, Mikhalivka et Svatov. Les pertes pour l'Ukraine sont énormes. Village après village tombent, parfois plusieurs en une seule journée. Tandis que les responsables ukrainiens tentent de minimiser ces pertes en parlant de petites distances, la réalité est que des communautés entières et des positions stratégiques disparaissent de la carte. Quelques centaines de mètres peuvent sembler insignifiants, mais quand cela conduit à la capture d'un village entier, l'impact est immense. Ce ne sont pas de simples revers mineurs, ce sont des coups dévastateurs pour les territoires, les ressources et le moral de l'Ukraine. Rien que cette semaine, les forces ukrainiennes ont perdu des positions clés à Marinka, Kudryumivka et Novariva, et d'autres zones sont sur le point de subir le même sort. Alors que les pertes territoriales de l'Ukraine s'accumulent, leurs tentatives pour renforcer leurs forces en déclin, grâce à une campagne de recrutement précipitée, deviennent de plus en plus désespérées. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un acte de pur désespoir, l'Ukraine a lancé une campagne de conscription continue, 24 heures sur 24. Le recrutement militaire n'est plus un processus, c'est une chasse à l'homme. Chaque personne apte est enrôlée, sans exception. Vous avez un membre amputé? Pas de problème. Vous avez des problèmes de vue? Aucun souci. Vous ne savez même pas lire? Bienvenue en première ligne. Voilà la nouvelle stratégie de l'Ukraine, la quantité avant la qualité. De plus en plus de gens sont traînés dans le conflit chaque jour, peu importe leur capacité réelle à contribuer à l'effort de guerre. Autrefois, obtenir une exemption médicale était facile si l'on connaissait les bonnes personnes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'échappatoire. Les bureaux de recrutement tournent sans arrêt, et quiconque y entre ressort en uniforme. Le régime de Zelensky est en train de racler les fonds de tiroir. Et il est évident qu'ils sont à court d'options. Le désespoir est palpable, et les dirigeants ukrainiens s'accrochent à des illusions. Malgré tous ces efforts, les chiffres ne sont toujours pas en faveur de l'Ukraine. La force écrasante des troupes russes est indéniable. Le colonel Douglas MacGregor a toujours affirmé que le nombre de soldats russes serait un facteur décisif dans cette guerre. Et les faits parlent d'eux-mêmes. On va vous parler de l'une des informations de cette journée sur un point de vue international. On va ouvrir une page internationale en vous parlant de l'Iran. L'Iran qui réagit aux accusations notamment de l'Occident quant à une éventuelle livraison d'armes à la Russie. C'est vrai qu'on vous disait que ces dernières heures, les Américains étaient inquiets quant à une livraison d'armes balistiques, de missiles capables de frapper sur une distance qui allait de 300 à 700 km. C'est le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche qui disait cela. Magali, alors, livraison ou pas, y a-t-il eu des développements ces dernières heures quant à cette livraison éventuelle de missiles balistiques iraniens à la Russie? Les signes, en tout cas, s'accumulent en ce sens. Il y aurait bien des livraisons, même si la position officielle de l'Iran ne bouge pas. Non, il n'y en a aucune. Écoutez. Nous rejetons catégoriquement les affirmations selon lesquelles l'Iran aurait joué un rôle dans l'exportation d'armes vers l'une des parties en conflit, et nous estimons que ces allégations sont motivées par des considérations politiques de la part de certaines parties. Position officielle qu'il a fallu rappeler après les déclarations fracassantes d'un député iranien. Voilà ce qu'il explique. Nous devons faire du troc pour subvenir à nos besoins, notamment en apportant du soja et du blé. Une partie du troc consiste à envoyer des missiles et une autre partie consiste à envoyer des drones militaires à la Russie. Alors les drones, on en a l'habitude, ça avait été officialisé. Les drones Shahed. Exactement, fin 2022. Mais des missiles balistiques livrés à la Russie, c'est la première fois. Il ne s'agit là que de la parole d'un seul député, mais ça va dans le sens de l'enquête du Wall Street Journal, et qui affirmait vendredi que l'Iran avait envoyé des missiles balistiques à courte portée à la Russie. Ça va aussi dans le sens des affirmations de Reuters. En août, l'agence de presse citait des sources des services de renseignement européens qui affirmaient que les contrats avaient été signés en décembre dernier, que des dizaines de militaires russes avaient été formés en Iran à l'utilisation de ce système de missiles balistiques à courte portée. Ce sont les fameux FAT
360. Enfin, ça va dans le sens de hauts responsables ukrainiens qui ont affirmé hier que 200 missiles balistiques iraniens, ça y est, étaient arrivés en Russie via un port de la mer Caspienne. Résumons. L'Ukraine pourrait avoir 30 000 soldats à Kharkiv, 40 000 à Soumy et seulement 20 000 à Pavlivka. Comparez cela aux forces russes qui les dépassent 2 contre 1 sur l'ensemble du front. Et n'oublions pas que le président Poutine a confirmé plus tôt cette année que 600 000 soldats russes participent à cette opération milispéciale. Ces chiffres, à eux seuls, racontent l'histoire. L'Ukraine est largement surpassée. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Les soldats russes sont plus expérimentés, mieux équipés et stratégiquement positionnés pour dominer. Les efforts de l'Ukraine pour tenir leur position sont en train de s'effondrer. Alors que la force écrasante de la Russie continue de peser sur eux, la conclusion de ce conflit semble de plus en plus inévitable. Chaque jour apporte de nouveaux rapports sur les avancées russes et les reculs ukrainiens. La disparité en termes de nombre, d'expérience et de ressources est tout simplement trop grande pour que l'Ukraine puisse la surmonter. C'est de plus en plus clair. Le champ de bataille penche fortement en faveur de la Russie. Prenons du recul pour examiner la situation globale. Depuis le début de l'année, les forces russes ont capturé plus de 80 bastions, ont pris des villes clés comme Novatoretsk et Galazivka. Il ne s'agit pas de simples villages, ce sont des pièces maîtresses dans la stratégie militaire visant à dominer l'Est. À chaque nouvelle victoire, la Russie resserre son emprise sur la région. Hier encore, Kostiantynivka est tombée aux mains des Russes, et il ne fait aucun doute que Novarivka et Svatov suivront bientôt. La marée a tourné, et l'élan de la Russie semble désormais inévitable. Comparons cela au succès de l'Ukraine. Elle a réussi à reconquérir seulement 53 villages, une ville et un chef-lieu, après des semaines de combats acharnés. En revanche, la Russie a capturé bien plus de terrain en beaucoup moins de temps. Pourtant, Zelensky reste silencieux face à ces réalités. Il sait peut-être que le territoire repris par l'Ukraine ne mérite guère de célébration. C'est une terre qui ne peut pas être défendue, et cela ne modifie pas l'équilibre général de la guerre. Chaque jour qui passe limite davantage les options de l'Ukraine, tandis que l'avantage stratégique de la Russie ne cesse de croître. Le colonel Douglas MacGregor avait longtemps prédit une victoire russe, et les événements actuels montrent à quel point ses prévisions étaient précises. Chaque frappe de missile, chaque ville capturée, rapproche la Russie de ses objectifs finaux. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes s'amenuisent. Leur leadership peine à trouver des solutions, et leur armée lutte pour maintenir un semblant de contrôle. Les semaines à venir révéleront encore plus de détails. Mais pour l'instant, le chemin vers la victoire pour la Russie semble plus clair que jamais. Le champ de bataille leur appartient. Abonnez-vous et restez à l'écoute pour plus de mises à jour à mesure que ce conflit continue d'évoluer.